Salut Jérémy Macedo. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un petit interview, un nouveau format. Il y a des gens que j'admire beaucoup, qui font partie de mon entourage, et c'est le cas de Jérémy Macedo. Notamment, vous n'avez pas vu ses dessins directement dans les œuvres de Galion Sauvage, mais en fait il est derrière pas mal des illustrations, par exemple sur Okimba. Donc le moment où il m'a corrigé, quand je galérais en dessin, bah, il m'a beaucoup aidé pour progresser. Et en fait, je trouve que c'est un personnage en plus d'un artiste très intéressant. Donc on va aujourd'hui voir ça. Du coup, Jérémy, toi, c'est quoi ton taf? Déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne, ça fait plaisir, merci. Et je voulais dire aussi, bravo pour ton super travail sur Okimba, même si je l'ai aidé un petit peu, mais en vrai, tout le taf, faut rendre à César ce qui appartient à César. Du coup, bravo. Pour résumer en gros ma vie professionnelle, moi je suis passionné par les personnages en fait, et le dessin animé, et ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est les caractères. C'est vraiment développer des personnages qui soient vivants. Ce qui est important, c'est de marquer le spectateur. Ouais. Et en fait, souvent, ça vient par l'écriture, en fait. Okay. La plus grande force, c'est l'écriture. C'est pour ça que, même si vous êtes un super caractère design, si vous avez mal écrit votre personnage, vous pouvez le super bien designer, mais il n'a pas d'intérêt. Souvent, il y a des personnages qui marche très bien même sans design. Par exemple, je sais pas, Freddy Krueger, il est ultra bien écrit, il a toute une mythologie derrière, et ça lui donne déjà de la force, et après il faut juste le designer pour qu'il soit vraiment qui marque les esprits dans la shape. La shape, c'est vraiment la silhouette. Il faut que dans l'ombre, on arrive à avoir une silhouette qu'on n'a jamais vue. Voilà. Et du coup, si la silhouette déjà reflète quelque chose que vous avez envie de dire, par exemple, je sais pas, une shape un peu drôle, ça peut être la shape de Dingo, par exemple. Et du coup, tu nous parles beaucoup tu nous donnes beaucoup d'exemples. On sent qu'en fait, tu as une espèce de culture assez forte cinématographique. Toi, notamment, ça a été quoi les choses qui t'ont peut-être marqué dans ton enfance et qui, tu penses, aujourd'hui, ont beaucoup influencé ton art? Déjà, le film qui a marqué toute ma vie, en fait, ça a été Monstres et compagnie. J'ai toujours dessiné depuis tout petit, mais il y a une bascule qui se fait. Est-ce que j'en fais mon métier? Parce que autour de vous, si vous aimez le dessin, il y a toujours mais c'est pas un métier. Maintenant, faut être sérieux, faut un vrai travail. J'ai vu Monstres et compagnie et ça a été le déclic. C'était comme si on m'avait dit, mais c'est ça, c'est évident que c'est ça que tu aimes. Et je me rappelle être dans la salle de cinéma et de me dire, je suis vraiment soulagé, c'est bon, c'est ça que je vais faire. Du coup, tu parlais de vrai travail. Comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit que tu voulais être dessinateur? Parce que même encore aujourd'hui, pour pas mal de personnes, être dessinateur ou artiste ou artisan de l'image, c'est pas un travail viable. Mes parents, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit en gros... et ton bac, c'était important pour eux. Et de toute façon, moi j'ai visé les Gobelins. À l'époque, il y avait que trois. Une grosse école. La plus grande école qu'il y avait en dessin animé à mon époque. Je dis ça il y a en 2003, 2004. Et 2003 ou 2004 quand j'ai commencé. Ouais, c'est ça. Ça remonte. Et c'était les Gobelins. Et quand on lit les conditions d'admission, et c'était le bac minimum. Du coup, mes parents m'ont dit passe le bac. Mais pour moi, dans ma tête, c'était les Gobelins. Je passe le bac pour les Gobelins. Voilà. Du coup, j'ai passé mon bac. J'en ai parlé à mes parents. J'ai dit moi, je vise les Gobelins. On a été aux portes ouvertes ensemble, machin, pour qu'ils voient un peu. Et c'est vrai que ça les a rassurés, les portes ouvertes, de voir qu'il y avait vraiment une école et qu'il y avait du travail, quoi. Et du coup, ils m'ont dit fais comme tu veux. Et moi, je leur ai dit si à 26 ans je suis pas rentré, je ferai autre chose. Moi, je sais que ta famille, généralement, elle roulait pas sur l'or spécialement. Et moi, justement, je viens de te demander, les Gobelins, c'était une école payante, une école gratuite? Comment tu as pu payer ton loyer, les trucs comme ça, quand tu as commencé? Est-ce que c'était dur? Est-ce que l'argent était un frein? Comme tu dis, nous, on n'a jamais roulé sur l'or. Du coup, ça m'a jamais manqué l'argent, vu que j'en avais pas vraiment. Mais ma mère,
Et j'ai 2 sœurs. On s'amusait tout le temps avec. Comme ma mère, elle était en imprimerie, elle ramenait beaucoup de feuilles aussi. Du coup, ça m'a permis de dessiner beaucoup, parce que et ça, c'était cool. Et en fait, moi, ce qui me suffisait, c'est d'avoir des feuilles et un magnétoscope pour regarder des films. Ça me suffisait largement. Les cassettes vidéo à l'ancienne, moi, ça me suffisait. Du coup, les Gobelins, ouais, c'était à l'époque, c'était semi-public, semi-privé, mais en gros, moi, j'ai payé 1500 € l'année. Du coup, ça allait. On arrivait à les sortir quand même. C'était un peu cher, mais moi, ce que je faisais, c'est que l'été, je travaillais. En fait, je passais le concours des Gobelins, parce que je l'ai passé 4 fois quand même. Avant d'y rentrer, je me suis acharné un petit peu. C'est ultra dur. Ça a été le plus gros challenge, enfin, à l'époque. Du coup, mais au moins, ça teste à quel point t'as envie d'y rentrer. Franchement, je me disais, chaque échec, je me disais, plus ça va être dur, plus ça veut dire que ça vaut le coup, en fait. Quand t'as vraiment parlé en disant ouais, moi c'est l'histoire des personnages. Pourquoi ne pas aller vers l'écriture alors, plutôt que le dessin? Parce que moi je sais que t'es jamais sorti du dessin. Ça a vraiment toujours été ton truc, même la 3D, les trucs trop digitaux, c'est pas quelque chose qui te plaît. Donc du coup, pourquoi rester dans le dessin? C'est marrant que tu parles d'écriture, parce que justement maintenant j'écris. Parce que avant j'étais un peu en mode j'attends les projets, mais on va me proposer des projets avec de plus en plus intéressants, et j'ai bossé sur des super projets, mais j'ai jamais eu l'occasion de développer un personnage vraiment marquant, genre comme Scar, ou un truc vraiment puissant. Et du coup, j'ai commencé à développer mes propres histoires. Du coup, j'ai fait 2 courts-métrages où j'ai écrit. Au début, c'était le premier personnage. En gros, c'est bizarre, c'était pas vraiment un personnage, c'était plutôt un objet. C'était un toboggan tueur. Le premier, c'est Polypousse. Du coup, en fait, j'ai écrit toute une histoire sur ce toboggan. Pourquoi il est maléfique, tout ça. Et ça m'intéressait, ce côté un peu mythologique. Comme une maison hantée, voilà, l'histoire. C'est ça que j'adore, comme à Disneyland, qu'est-ce qui se passe derrière Phantom Manor, tout ça, quoi. Ce qui se passe derrière les attractions, le background, comment c'est bien écrit, et ça m'a toujours plu. Après, avec Boko Hanana, les 2 coréales, on a développé un personnage qui est Boko, et qui est un sorcier vaudou, c'est un sanglier, machin. Et du coup, là, c'était un peu le premier vrai personnage réel, quoi, qui est sorti, et du coup là j'en écris de plus en plus, et c'est ça qui m'intéresse, quoi, vraiment développer des caractères forts, quoi. Moi, ce que j'admire beaucoup chez Jérémy, c'est pour ça qu'on bosse ensemble, c'est qu'il y a pas mal de gens d'habitude qui rêvent, qu'on parle comme ça, qui dit ouais, moi j'aimerais trop faire un MMORPG, j'aimerais trop faire des trucs de ouf, et tu les vois jamais bosser, en fait, tu les vois jamais essayer des choses. Et en fait, Jérémy, c'est un faiseur, en fait, et c'est là où je l'admire beaucoup, c'est que en fait, un court-métrage, on s'en rend pas compte, mais ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps, même 2-3 minutes, c'est énorme. Et il en a fait 2, quoi. Il en a fait 2, et les 2 c'était en crowdfunding. Le premier, ça a été vraiment à l'arrache, quoi. En fait, Polypousse, je suis sorti des Gobelins, j'ai fait mon stage à Akama, à Aubervilliers. Je me rappelle, c'est encore ouvert, Akama? Non, maintenant c'est NKI, mais il y a eu des changements dans l'équipe, mais le fondateur Alexandre Ada, il est toujours là. Et du coup, je le remercie aussi, parce que vraiment, sans lui, ça n'aurait pas existé. Et même Boko, d'ailleurs, on l'a fait au sein d'Akama, et après il a été renommé NKI, mais c'est grâce à lui, et vraiment, je ne remercierai jamais assez pour nous avoir prêté ses locaux et tout. J'ai été le voir un après-midi, j'ai fait, je pourrais faire un court-métrage, il y a des PC de libre, si tu veux, nous on peut te prendre des stagiaires, et du coup, cool, truc, oui, c'est ça, et c'est génial. Quelqu'un qui te dit, ok, comment on le fait, on y va. Et pas quelqu'un qui te dit, non, mais c'est compliqué, t'as vu, machin. Et j'ai eu l'idée, je lui ai proposé, je crois, 3 pitchs, et il y en a un qui a collé plus, Polypousse, et on est parti. Vraiment, il a été super bien fini et tout. Les compositeurs qui ont bossé dessus, Stéphane et Mo, qui sont des tueurs, qui maintenant ils ont fondé leur studio, Capsule Studio, et un compo professionnel, c'était génial. Et ce que j'ai adoré avec eux, c'est que, ok, vas-y, on le fait. On le fait, vas-y, on y va, boum. C'est parti, quoi. Et une fois, c'est fini et tout, le film existe. Après,
J'en suis content, je suis machin, ça a un peu de vie sur internet, c'est sympa. Et après, ben, t'as une autre idée et tu te dis, bah, comment on le fait? Et là, tu te dis un peu plus sérieusement, on a fait un crowdfunding, on a monté une plus grosse équipe parce que c'était de la 2D, de la 3D et de la 3D. Moi, je connaissais pas et du coup, je pouvais pas le faire moi-même, quoi. Ouais. Du coup, c'était plus compliqué, mais on a fait le crowdfunding et là, pareil, on l'a sorti. On a fait une première dans un cinéma. Enfin, c'était génial, quoi. Je me suis vraiment rendu compte que c'est quand tu fais ton propre truc, même si c'est pas fantastique, c'est pas parfait, mais si tu l'as fait et tu t'es prouvé à toi-même que tu peux le faire. Moi, j'adore ce truc de vas-y, je le fais, j'ai envie de le faire. Ok, je le fais, et après, quand t'es dans le projet, tu fais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi je me suis pris la tête et tout. Et du coup, t'as un moment où tu te dis, mais jamais j'y arriverai, jamais je le finirai. Et après, il existe, et tu fais, en fait, ça va. Ok, bon, j'ai passé 2 ans, mais ça va, c'est passé vite. De toute façon, le temps, il passe de toute manière. Après, t'es piqué, quoi. T'es piqué au truc, tu te dis, vas-y, je vais faire un jeu de cartes, tiens, je vais faire un court-métrage. Il y a aussi le truc de si tu le fais pas, et bah personne le fera à ta place, quoi. Si t'as un truc dans ta tête, tu peux pas dire oui, j'ai une idée, vous devriez faire ça. Non, fais-le d'abord, quoi. Moi, j'aime bien ce côté échantillon, c'est-à-dire de prouver, de montrer des petits trucs, un court-métrage, un petit truc, pour avoir des espèces de bibliothèques de cartes de visite. Si je peux donner envie à quelqu'un de ok, t'as une idée, fais-la, ça sera pas parfait, tu vas galérer à le faire, et c'est vrai, de toute façon on galère tout le temps, mais ça fait partie du process, quoi, de se casser la gueule, de remonter, de se recasser la gueule. Et moi en fait c'est ça que j'aime bien, c'est être en mode galérien, quoi. C'est kiffant, quoi, et s'entourer de gens aussi galériens qui sont passionnés, c'est génial, quoi. Et alors c'est une super transition pour moi parce qu'en fait moi je te connais. Et je sais que tu travailles comme un chien, quoi. Tu es vraiment un travailleur de ouf. Et ce que je sais également, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu fabriques. Je peux pas dire qu'ils iront à la poubelle, mais qui n'ont pas fonctionné. Là, je me rappelle par exemple que tu es parti t'enfermer pendant je sais pas combien de temps pour faire un projet de long métrage que tu n'as pas encore réussi à vendre. Comment tu gères la frustration de l'échec ? Parce qu'on est dans une société, et notamment la société française, où on n'apprend pas l'échec aux enfants, on leur apprend à rien faire plutôt que d'avoir peur de perdre. Alors que toi, tu t'en fiches, quoi, t'y vas, quoi. Déjà, je travaille beaucoup parce qu'il me faut beaucoup de temps pour être fier de moi. Ouais. Parce que c'est très dur. Moi, je suis ultra critique avec moi-même, mais je me flagelle pas non plus. Hein. Ouais. Je me dis, bah, c'est le process. En fait, et c'est pour ça que je me nourris pas mal d'interviews aussi d'autres artistes ou de sportifs de haut niveau, pour me dire, tout le monde est comme ça. Les sportifs, ils s'entraînent et encore des 10 000 heures, machin. Et les musiciens, c'est pareil. Et même pour des Scorsese ou des gros mastodontes comme ça, c'est encore difficile de vendre des projets, quoi. Ouais. Et je me dis, faut accepter que c'est le process, quoi. Faut accepter que l'erreur, que l'échec, d'essayer, c'est une étape et c'est vraiment ça. Le long métrage, comme tu l'as dit, je suis parti. En fait, j'ai de la famille en campagne et ils m'ont hébergé dans leur maison. Ils m'ont donné tout un étage, en fait. Ouais. Eux, ils étaient en bas et moi, j'avais l'étage. Et du coup, voilà, c'est ça. Et eux, ils étaient au travail la journée. Et moi, j'étais tout seul j'étais pas loin, j'étais à 1 heure d'ici. Ouais. Mais j'étais quand même en campagne pendant 9 mois. Je suis rentré peut-être... 9 mois ouais, 9 mois, je suis rentré peut-être 4 fois pour voir ma chérie, quoi. Et déjà, je remercie aussi ma chérie parce que franchement, moi, ma petite sœur, elle m'a dit, t'as de la chance de l'avoir parce que plein de meufs t'auraient jeté. Hein. Et j'ai fait le truc comme à Pixar, c'est-à-dire je me suis acheté des grands panneaux de liège où je dessinais tous les jours. Je faisais d'un côté l'aspect graphique, c'est-à-dire faire les concepts, les personnages, les lieux emblématiques, faire des décors un petit peu. Après, j'ai écrit l'histoire, j'ai fait le pitch, machin et tout. Quand je suis revenu sur Paris, tout fier de moi avec mon histoire, et j'ai essayé de le vendre à des producteurs, j'en ai vu plein. Et en fait, tu te retrouves face à un mur. Les gens, ils te voient, ils sont sur leur portable à moitié quand t'es en train de pitcher. Du coup, là, tu te prends vraiment un gros mur, quoi. Tout le monde s'en fout que t'aies mis tout ton cœur ou pas. Enfin, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Voilà, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Et maintenant, faut accepter le fait que c'est pas parce que je suis parti, machin. C'est pas ça qu'ils achètent, c'est l'histoire. Je me suis dit,
Bah, ok, j'ai essayé. L'histoire, elle est. Faudrait que je la relise pour bien me rendre compte où ça me plaît plus, où il faut retravailler. Mais au moins, cette histoire le prisonnier des Bermudes, ça s'appelle. Et bah, c'est pas mort, c'est encore là. Mais tant que je suis pas mort, il y a toujours une chance que ça marche, quoi. Comment tu gères l'échec, bah tu gères pas vraiment. Tant que je peux dessiner, que j'ai un peu de thunes pour manger et que je suis pas à la rue, pour moi c'est pas un échec. Ah. Tu vois, Essayer, c'est réussir. voilà, l'échec c'est la maladie, il t'arrive un gros drama dans ta vie que t'as pas. C'est même pas un échec, c'est la vie, quoi. En fait, j'ai toujours cette image de ok, t'as pas. Tu veux rentrer dans une maison, t'as essayé la porte, ça marche pas, essaie la fenêtre. C'est toujours cette image. Voilà, essaie la cheminée, il y a toujours une faille. Le vrai échec pour moi, c'est l'abandon. C'est quand tu es en dépression. En fait, avant, je proposais même un post, tu vois, et tu dis, ah, j'ai pas assez de likes, et ben pendant 2 jours, tu fais rien. Bah ça, c'est un échec parce que tu laisses un truc extérieur t'atteindre. Ouais. Toi. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai une vraie question. Le dessin c'est dur, très brutal, dans le sens où ça marche pas. Tu vois, ta petite sœur de 6 ans, elle regarde ton dessin en 2 secondes, elle n'a pas besoin d'avoir bac+4, elle sait directement ce qui marche pas, quoi. Ma question par rapport à ce que tu viens de dire là, de la dépression, tout ça, c'est comment tu fais pour ne pas en avoir marre, surtout avec le volume de dessins. Je rappelle, allez voir son Instagram, il y a vraiment un énorme volume de dessins. Comment tu fais pour ne pas être dégoûté du dessin? J'adore dessiner. Vraiment, franchement, tu mets dans une pièce avec des feuilles et juste des feuilles à crayon, je suis heureux, comme un gosse en fait. Parce qu'en fait, quand je suis sur une feuille avec mon crayon, bah, t'es dans ta bulle, t'es en train de jouer avec toi-même, quoi. Tu vois, tu joues tiens, si je ferais une grosse tête, tiens, des petits yeux. Tu t'amuses, en fait. Ce qui est dur, c'est que c'est long, en fait. Ouais. Tu vois, moi, j'arrive pas à faire un dessin direct propre, bien, tu vois. Du coup, c'est quoi ta méthode de travail? Alors, mon process, souvent, c'est déjà, bah, c'est le rough. Bah, j'écris un peu le pitch, quoi. Et après, en fait, je me prends vraiment genre une plage de 4 heures, un gros truc, quoi. Des écouteurs. Moi, je bosse avec de la musique de film d'horreur. Je mets de la musique de film d'horreur avec aucune pub, rien. Je sais que pendant 4 heures, il y en a, quoi. Ouais. Je me mets ça. Je me mets sur mon canapé. J'ai un petit canapé dans mon bureau. Et juste crayon, papier, et je dessine. Et il y a vraiment un truc d'instinct. C'est-à-dire que tu dessines, tu vois que ça marche pas, direct tu passes à un autre. Tu fais un truc, tiens, j'ai l'énergie pour aller jusqu'au tie-down, jusqu'à la mise au propre, bah j'y vais un peu plus. Ok, vas-y, là j'ai fait un personnage en pied, tiens, je vais faire un petit close-up de tête, tiens, je vais faire une expression, tiens. En fait, il faut que ça soit organique. Ensuite, ce que je fais maintenant, ce que je rajoute dans mon process, c'est le temps. Avant, je ne laissais pas reposer. Ah oui. Et maintenant, je laisse reposer, bim, je passe dans un autre projet, je switch de projet en projet. Comme ça, quand je reviens sur mon petite histoire de plante, bah là, je revois mes designs, je les ai scannés. Parce que quand tu scannes ton dessin et que tu le vois, on dirait que c'est plus le tien, tu vois, et tu te mets en mode spectateur et là tu vois tous les défauts. Okay. Et là tu te rends compte que t'es pas très fort en dessin, tu vois tes défauts et en fait là tout le process ça va être de faire un dessin qui soit juste aussi bien anatomie, composition, perspective, mais aussi qui pue pas la sueur. Tu vois, parce qu'en fait, je trouve qu'il y avait ça avant dans mon truc, ça sentait la douleur, la difficulté. Et du coup, j'ai cette étape quand même où je me prends la tête. Des fois, je me prends la tête, mais 1 heure sur une main. Je me prends en photo, où je vais voir ma chérie, je lui dis, tiens, tu peux me montrer ta main comme ça, fais comme si tu prenais l'objet, machin ou quoi. Ou des animaux, tu prends des photos, tu vois, pour vraiment avoir de la ref bien solide. Et dès que tu as fait un peu ton gloubi-boulga et tu as refait bien ton truc au ref, là, ce que je fais, c'est que je mets l'opacité genre à 10%, et là, je dessine comme si un trait lâché, quoi. Et des fois, même, je respecte pas vraiment ma mise au propre. Des fois, c'est pas ultra juste en anatomie et tout, mais là, je me concentre sur la fluidité de la line, quoi. Parce que moi, j'aime beaucoup vous regarder un dessin et te dire,
Ça a l'air simple. Tu sais que ce qui est en dessous, c'est solide. Du coup, tu y vas et là, tu peux rajouter des petites épices, des petits poils qui sortent, des petits trucs, voilà, des petites folies comme ça. Souvent, je trouve que les dessinateurs clean en mode automatique. Ils disent, ouais, j'écoute un truc et je clean automatique. Alors que le clean, c'est le plus important en fait. Enfin, tout est important, mais le clean, ça va être le trait final. Ouais, c'est ça. J'ai un grand respect même pour les cleaners en anime et tout, parce que c'est vraiment un taf de taré, quoi. Enfin, c'est très très rare que je donne un dessin lâché. Il faut que toujours j'ai 2-3 passes avant de le donner. C'est peut-être parce que peut-être que je suis pas super sûr de moi et tout, mais je peux pas faire un dessin et dire voilà, c'est qu'un ref. Et je vais vous dire la vérité, hein, j'ai pas de dessin facile. Il n'y a pas de dessin facile. Franchement. Ça fait 20 ans que je fais ça. Non, mais plus j'avance et tous les jours, je me dis c'est dur, j'y arriverai pas à ce dessin. Je me casse la gueule tout le temps, mais je me rattrape toujours à des petites branches. Comme un petit lémurien, quoi, je te jure. Je sais que quand tu crées des choses, tu peux pas être juste un technicien. Tu mets de ton âme dans le dessin, tu vois, tu vas mettre de toi, de ton histoire, de tes souffrances, de tes émotions. Donc en fait, d'une certaine manière, tu deviens fragile, enfin tu montres tes fragilités et tu l'exposes au monde. Et est-ce que justement, parce que tout à l'heure tu disais que tu n'étais pas trop sûr de toi, est-ce que ça te fait pas peur quand tu montres un dessin que du coup il juge le dessin et à travers le dessin qu'il te juge toi d'une certaine manière? Personne te juge, enfin tout le monde te juge en fait. Tout le monde te juge, mais on te le dit pas forcément. Moi j'ai jamais eu de commentaires négatifs, vraiment personne juge un dessin, on va te si quelqu'un l'aime pas, il balance, il zappe, il t'est plus abonné ou je sais pas, des trucs comme ça. Moi j'ai cette image tout le temps, c'est tu vois quand tu t'achètes des chaussures. Ouais. Des fois, tu vois un modèle un peu extravagant, tu as envie de l'acheter et tu te dis, waouh, les gens ils vont me regarder bizarrement. Et en fait, tu peux t'habiller n'importe comment, tout le monde en a rien à foutre. Et c'est ça qu'il faut se dire. Faut se dire, les gens, ils en ont rien à foutre, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je me dis souvent. Je me dis, voilà, c'est un moyen d'expression. Si tu as envie de le faire, fais-le. Et t'es addict au retour des réseaux sociaux? Genre, est-ce que des fois tu postes le truc sur Instagram pour que justement t'aies la petite, je sais pas comment on appelle ça, endomorphine, quelque chose comme ça? Ouais, c'est pas aimez-moi qui est important, c'est plus les encouragements. Qu'il y ait des gens qui reconnaissent le travail. Ça, c'est important. C'est pour ça que à moi maintenant, souvent quand il y a des trucs que j'aime et je like, tu t'es pas vraiment jugé, c'est biaisé à la base parce que ça se trouve une fois. Bah, par exemple, tu postes un truc un vendredi, bah c'est pas le bon moment. Bah du coup, le même dessin, tu vois, tu le postes un mardi matin ou ça aura pas c'est déjà biaisé, vraiment. Moi, franchement, des fois, je comprends pas. Genre, je fais une anime, je mets 5 jours à la faire, je fais le colloque. Tout le monde s'en fout et je fais un dessin mais tout vite fait que je poste 300 likes. Moi, quand je regarde ton travail, on va mettre quelques images en surimpression. On voit beaucoup de thèmes sombres. Ou donc par exemple, on va avoir des clochards, on va avoir des monstres, des serpents, des dragons, des sorcières. Presque, tu vois, un côté Tim Burtonien un peu. Pourquoi aimer ce domaine-là du freaks? Déjà parce qu'il y en a pas assez. Il y en a vraiment pas assez. Non, franchement, sérieusement, enfin, je crois que j'aime les monstres et j'aime les personnages rugueux et différents depuis toujours, quoi. Parce que peut-être que moi je trouve que c'est dangereux de se considérer comme quelqu'un de beau, de gentil, parce que personne n'est comme ça. Enfin, plus les gens veulent montrer que cette phase-là de voilà, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de beau, je suis quelqu'un, voilà, c'est très dangereux. En tout cas, moi. Je sais pas comment c'est pour les autres, mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a des fois où je suis en colère, il y a des fois où vraiment je déteste des choses qui se passent, où je suis vraiment sensible à de l'injustice. Bah, c'est quoi la mort? Comment ça arrive? La vieillesse? Qu'est-ce que c'est? Que des fois, on se dit, voilà, je suis merveilleux, machin, je vais y arriver, you can do it, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que
ouais, tu vas jusqu'à tes failles et tu dis, mais en fait, je suis pas plus fort que je pensais. Je crois que ça vient beaucoup des États-Unis, ça, le côté vraiment bright et tout. Et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi ce côté fric, ce côté un peu différent. Et il y a aussi autre chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le courage. Okay. Je pense que on n'a pas de courage si on n'affronte pas ses peurs. Maintenant que je suis papa, je le vois bien, c'est important que les enfants se cassent la gueule, quoi. Ouais, vraiment. Pas dans une bulle ouais, stérile. C'est vrai, parce que maintenant beaucoup ça, tu vas au parc, les mamans, ah non, il va se casser la gueule, non, faut pas. Non, faut qu'il teste, vas-y, faut pas le jeter en l'air non plus, mais faut dire, voilà, ok, mais t'es pas en sucre. Et je pense que t'es capable. C'est pas parce que t'es tombé que tu peux pas te relever. Et je pense que plus un enfant, tôt, il a expérimenté ce truc de ok, vas-y, essaye, c'est pas parfait, réessaye, ça sera mieux, tombe, c'est pas grave. Et je pense que c'est pour ça que les monstres et tout, ça fait aussi partie de ça. C'est ok, regarde, c'est une sorcière. Ok, elle est pas belle, ok, elle a des rides, peut-être elle te fait peur, mais c'est pas parce qu'elle est comme ça physiquement qu'elle est méchante ou qu'elle va te faire mal. Justement, avant, en France, on allait un peu plus hardcore comme ça, à faire des trucs un peu plus rugueux, comme tu as dit. Mais avec la mondialisation et notamment l'influence de Disney, on a pas mal édulcoré pour pouvoir exporter et ne plus choquer personne. Donc ça serait beaucoup plus facile pour toi de vendre des trucs avec une bonne dose de sucre glace dessus, tu vois. Mais toi, tu résistes. Et des fois, ça te tente pas de te dire, allez, vas-y, je fais un truc aseptisé, comme ça. Au moins, ce projet-là, je suis sûr qu'il va marcher, qu'il va bien se vendre. Parfois, je crois que je suis incapable de faire ça. Non, je fais des trucs mignons. Des fois, par exemple, la Porcinelle, un de mes personnages que j'ai fait, c'est un cochon licorne. Ouais. J'adore les licornes, enfin, j'adore les cochons surtout. J'adore les cochons. Et franchement, des licornes cheval, il y en a plein, quoi. Du coup, pourquoi un cochon n'aurait pas le droit de avoir son truc licorne? Ça, pour moi, c'est un truc mignon. Et je crois que c'est mon maximum de mignonitude que je peux faire. En vrai, moi, j'adore Disney. Vraiment, franchement, Disney... C'est incroyable ce qu'ils ont fait, vraiment, et surtout même l'homme Disney, Walt Disney, franchement, en tant que même chef d'entreprise, en tant qu'homme, il a été incroyable, hein, vraiment. Et j'adore, c'est sa niaque, quoi. Le mec, il a rien lâché, il a mis en hypothèque sa maison et tout. Il a son long métrage, son premier, les 7 nains, personne n'y croyait, il a rien lâché, il a dépensé mais beaucoup de thunes, et il s'est pas viandé. Et il a toujours été jusqu'au bord de la faillite pour réussir. Ouais. Et ça, franchement, admirable, quoi. Ouais. Franchement, c'est vraiment... Après, il a sûrement des mauvais côtés parce que c'est qu'un homme. Disneyland Paris, c'est magnifique. Enfin, moi, chaque fois que j'y vais, je suis comme un gosse parce qu'il y a le souci du détail. C'est un trésor, le truc. Ouais. C'est vraiment... Et ça, j'adore. Disney, à la base, c'est effrayant. Tu regardes Blanche-Neige et les 7 nains aujourd'hui, il y a une sorcière qui essaie de tuer l'héroïne, c'est hardcore. Il y a quand même cette femme qui est belle, qui va se transformer elle-même en sorcière. Ce qu'on retient de Disney, c'est les paillettes et tout, mais en fait, moi, ce que j'aime dans Disney, parce que j'ai grandi avec ça, c'est les vieux Disney où il y avait ce côté effrayant. Et en fait, moi, je trouve que c'était la bonne balance entre c'est effrayant, il y a la sorcière, il y a le truc, mais aussi il y a des moments heureux et joyeux, et aussi il y a ce côté on surmonte nos peurs et nos cauchemars, et ça, c'est de moins en moins vrai dans les films Disney. T'as beau faire des trucs monstrueux, je remarque de plus en plus, enfin surtout c'est 1 an et demi, dernier 1 an et demi, qu'il y a de plus en plus de projets un peu liés à l'enfance. Ouais. Est-ce que être père, ça a changé quelque chose dans ton art? En fait, être père, ça change tout. Ça change tout. Ça change toute ta vie, quoi. Déjà, tu te rends compte que tout est timé, quoi. Mais surtout, en fait, le fait d'être papa, t'as envie déjà qu'il soit fier de toi. Qu'il soit fier de toi et de pouvoir lui montrer tes dessins. Après, moi, je lui montre quand même des faux. Là, hier, j'ai dessiné une plante carnivore.
Bon, c'est juste une plante avec des dents, c'est pas non plus un truc trop hardcore. Bah, il a vu le dessin, quoi. Ouais. Et il a vu aussi bien ça. Par exemple, dans mon bureau, il y a un squelette. Il y a un squelette entier. Et il joue avec les fémurs. Hein. Enfin, je veux dire, il a 1 an et 7 mois. Et des fois, tu sais, tu peux enlever des parties du corps. Ouais. Moi, je lui enlève, tiens, je joue avec un bras, vas-y. Du coup, il joue avec. Mais je pense pas que ça va en faire un psychopathe. On verra dans 20 ans, mais je pense pas. Oui, ça a changé les choses parce que t'as envie de faire des trucs mignons, mais pas que. T'as envie aussi de réaliser. Là, je lui lis pas mal de livres et je me dis, putain, j'aimerais bien lui en faire un, quoi. Là, par exemple, avec toi, on va faire le jeu de cartes des 7 familles. 7 familles étranges. Les 7 familles étranges tropiques. À ce moment même où la vidéo va sortir, vous pouvez trouver dans la description le lien du crowdfunding. Et si le crowdfunding est passé, il y aura quand même un lien dans la description pour le choper sur le site internet de Galion Sauvage. Du coup, avec ce jeu de cartes, je me dis, ça fait un jeu que je pourrais jouer avec. Ouais. Après, il est encore petit pour jouer aux 7 familles, mais je me dis, plus tard, je prépare. Et là, par exemple, je me dis, il adore les marionnettes, parce que moi, j'adore les marionnettes. Et je me dis, tiens, ce serait bien d'en faire une. Ce que je veux lui montrer, surtout, c'est, tu peux avoir une idée et de la faire. Ouais. Enfin, c'est ça. J'ai pas envie que, par exemple... un truc tout bête, mais si je lui donne des Lego, j'ai pas envie qu'il fasse la boîte Star Wars. Ça m'intéresse pas, ça. Même si je trouve que c'est bien fait, c'est pas le problème. C'est juste, suis pas la ligne. Utilise ton imagination, parce que c'est une force, peut-être la plus grande force qu'il y a, c'est l'imagination. Et souvent, en fait, on est bloqué par la peur de mal faire. Et du coup, ça revient au courage, tu vois. Ouais. Ça revient toujours ce truc et le courage de le faire. Mon fils, j'aimerais bien lui donner ce truc de fais-le et en même temps lui montrer des petits monstres et tout pour pas qu'il ait peur. Là, par exemple, dans sa chambre, j'ai mis quelques dessins, par exemple Porcinelle que j'ai fait. J'ai fait un petit cadre avec là. Et tous les soirs, elle lui dit bonne nuit. Et du coup, où ça a changé dans l'art, c'est plus dans le process général. Pas dans le dessin vraiment, mais qu'est-ce que j'aimerais physiquement qu'il ait dans les mains. Tiens, j'aimerais bien je sais pas, là il y a des impressions 3D. Tiens, si on fait un design, on le modélise. Il pourrait jouer avec. Tous ces projets, le portfolio, les projets toi personnels de long métrage sur tes univers à toi, les projets que tu veux faire pour l'enfant, contes, cartes, livres dont vous êtes le héros, La Maison Verte. Et en plus de travailler... Et ensuite d'être papa. Fais-moi une masterclass, s'il te plaît. Comment gérer le travail et la vie sociale et familiale? Tous les jours, c'est un challenge. Il y a ce truc d'habitude. Faut que tu te mettes des habitudes. Par exemple, là, avant, j'avais pas cette habitude, maintenant je l'ai pris. Souvent, avant, ma journée, c'était, je bosse, voilà. Si je travaille pas, je suis entre deux tafs de prod, je me lève toujours à la même heure quand même. Au lieu d'aller au travail, parce que moi, je travaille à la maison, du coup, au lieu, à 9h, je commence mon boulot pour la prod, à 9h, je commence le boulot pour ma prod à moi. Ouais. En fait, au lieu je bosse pour quelqu'un d'autre, je bosse pour moi. Il y a jamais une journée où je fous rien. Du coup, j'ai toujours 9h 18h comme à peu près tout le monde, tu vois, tout le monde a fait à peu près ces heures-là. J'essaie déjà dans ces heures-là d'être efficace, c'est-à-dire que quand je travaille, aucune distraction, je suis en mode souvent, je bosse avec le chronomètre. Je crois que je me dis, là, j'ai ce design incliné à mettre en couleur. En 2 heures, il faut que ça soit torché. Je mets le chronomètre, je me lance, et des fois, j'ai pas le temps, je mange contre moi-même. Tu vois. Du coup, j'essaie d'organiser un peu ma journée comme ça en disant, en 2 heures, ça doit être fait, ça doit être fait. À la fin de la journée, j'ai des objectifs, et j'ai aussi des objectifs semaine. Tu vois, tous les dimanches soirs ou vendredi soir, j'organise la semaine d'après. J'essaye de découper les gros objectifs en petits objectifs. Par exemple, pour le jeu de cette famille, il y avait 42 personnages. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous les refs. Tous les 42, je les ai faits. Après, il y en a, je savais que ça marchait pas. Dès le rush, j'ai fait, ça, il va me prendre la tête. Après, je reviens, je fais une passe sur ceux qui n'ont pas marché. Vas-y, on les retape. Mon prochain boulot, c'est dans 1 mois. J'ai 1 mois pour le faire. Ouais.
Et voilà, t'as plus le temps. Avant, tu vois, comme tout le monde, bah voilà, j'ai fait ma journée, je suis fatigué, je pose mon cerveau, je profite de ma soirée, je fais mon divertissement. Non, je fais plus ça. Netflix, c'est fini, quoi. Déjà parce que je trouve que c'est faible en termes de tu vois, quand je regarde un film genre Alien ou Gladiator, des trucs qui m'ont mis des grosses baffes dans la gueule, vraiment quoi, des trucs où ça résonne encore en moi, même des années après. Les trucs de maintenant, en tout cas, ce que j'ai tenté de regarder, ouais, c'est tu vois, c'est pas du gastro, c'est du fast-food quoi. Du coup, moi, vraiment, je déteste ce truc cette sensation de, oh, c'était naze, mais bon, ça va quoi. Après le film, je me lave les dents, je suis dans ma salle de bain, je me dis punaise, 2 heures de ma vie que je retrouverai jamais quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Du coup, ce que je fais là, ben il y a de 18h à 20h où il se couche le petit, ben voilà, ben, comme tout le monde, ben on doit faire la vaisselle, voilà, il y a les moments en famille, il y a le coucher, tous les parents qui me regardent, ils savent très bien que c'est la guerre quoi. Enfin tu verras, c'est un truc de dingue quoi. Tu vois, mais tu gères ce petit chaos et ensuite ben voilà, tout le monde dort et le soir et ben retourne au boulot quoi. Jusqu'à minuit. Et comment tu arrives à trouver l'énergie, pas tomber en burn-out? Parce qu'il y a plein de gens qui tombent en burn-out. En fait, je tombe pas en burn-out parce que j'adore ce que je fais. Je sais que c'est pour moi, en fait. Je pense que bosser pour quelqu'un d'autre à 20h, je le ferai pas. Tu vois, si demain, j'ai une prod qui me dit... J'ai déjà eu ça, t'as dû l'avoir aussi. C'est genre des gens qui te pressent. Genre, oui, il faut faire des heures sup et tout. C'est maligne. Moi, ça pourrait me mettre en burn-out. Franchement, moi, j'adore quand il est minuit et je me dis, va te coucher. Et je me dis, vas-y, tu peux encore, vas-y, tu peux encore. Et après le matin, je suis comme ça et tout. Mais en fait, tu vois, il y a ce truc qui se déclenche quand la nuit est tombée, c'est un autre monde. T'as l'impression que tout le monde dort, plus personne te juge. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le matin, c'est un kiff, c'est de réveiller mon fils et de l'emmener dans mon bureau et dire voilà, papa il a fait ça et tu vois des fois bon faut pas l'approcher trop sinon il va tout te tuer mais j'aime bien ce truc là et moi j'aime bien aller me coucher en me disant je suis crevé quoi, je suis vraiment naze là. Au début c'est dur, après c'est l'automatisme. Tu vois, il y a des moments, c'est comme le sport, tu vois, des fois t'as pas envie d'y aller, tu dis tu traînes les pieds, mais une fois que t'es dans la salle et que tu grimpes ou tu vois. Et en fait, t'es content. Au fond de nous, on a toujours possibilité de courir, tu vois. Tu vois, si demain tu dis, je suis crevé, machin, mais il y a un American staff qui te poursuit, tu peux courir, en vrai, tu vois. Et moi, j'adore provoquer ça. Mais t'as pas le choix d'avancer. Voilà, c'est ça. Tu te dis, t'as pas le choix. C'est pour ça que j'aime bien aussi travailler avec toi, c'est que on se met des deadlines. Enfin, on est pareil, quoi. C'est bien de se pousser de soi-même, mais quand t'as aussi d'autres gens qui te... tu te dis, ah là, il m'attend, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent bien quand ils sont drivés. Et en fait, le plus dur, c'est se driver soi-même. Pour finir, après, je vais te laisser un peu tranquille. Là, demain, il y a un gamin qui vient de sortir, qui a le bac. Il veut faire la même chose que toi. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Déjà, personne t'aidera. Enfin, vraiment, je veux dire, faut pas attendre un coach miraculeux qui te drive. Franchement, bouge-toi le cul. Parce que t'as qu'une vie et ça passe vite. Et si t'as envie de faire quelque chose, dis-toi qu'il faut du temps pour le faire. Dis-toi qu'il faut faire des sacrifices. Tu peux pas tout avoir. Le conseil que chaque fois je me redis, c'est t'as envie de le faire, fais-le. Le plus grand danger, c'est d'attendre. L'alignement des planètes, ça n'existe pas. Et en fait, faut pas être en mode one shot, je pense. Pas genre mon projet, c'est de faire un livre. Non, ton projet, c'est pas d'écrire un livre, c'est d'être auteur. Un conseil que je donnerais, c'est vraiment écris ce que tu veux être. Et ensuite, t'as ta ligne et vas-y, quoi. Ça sert à rien d'avoir peur de te casser la gueule parce que tu vas te casser la gueule. C'est sûr et certain. Casse-toi la gueule, mais tout de suite, vas-y, casse-toi la gueule. Tu verras, tu te relèves. Mais mon fils, il s'est cogné je sais pas combien de fois sur la même table. Il se casse la gueule, machin. Mais il se relève. Et il se relève tout seul. J'ai pas besoin d'être là pour le relever. Et du coup, maintenant, il court, quoi. Et si par exemple, tu veux une maison, tu veux construire une maison, mais ça te dégoûte de monter une pierre, puis une autre pierre, puis une autre pierre,
t'auras jamais ta maison. Renseigne-toi auprès des artistes que t'aimes et des grands. Et tu verras qui. Tout le monde galère, mec. Si c'est simple, c'est que tu le mérites pas, en fait. Tu vois. Et j'aime bien ce truc. L'amour du travail bien fait, en fait. Bon bah écoutez, merci beaucoup Jérémy Macedo. Donc vous avez vu, il est très inspirant. J'espère qu'il vous aura inspiré et que vous allez, comme lui, pousser vos rêves et vos passions. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver son projet là de jeu des 7 familles étranges, édition Tropicale, pour lequel on a mis beaucoup d'énergie, hein, enfin surtout lui. et on vous dit à très vite les loulous. Allez, prenez soin de vous, bye. Il y a sauté le combat là. Oh putain, le chèque de Total là.